3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi printanier avec le beau temps qui revient? Moi ça va pas mal parce que mercredi sur Twitch, comme d'habitude, je vous ai proposé plusieurs sujets, 6 pour être exact, et vous avez choisi celui qui parlait de Kobe. À l'époque de mon top 100 all-time, je ne l'avais mis qu'à la 10e place, et ça avait suscité de très nombreuses réactions, des polies comme des beaucoup moins polies. Par contre, perso, j'avais fait le choix de ne pas y répondre tout de suite à ces réactions. Son décès, et je pense que je ne suis pas le seul, j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de mal à le digérer. Je me rappelle la vidéo hommage que je lui avais faite, ça a été probablement l'une des plus difficiles à tourner de toute l'histoire de ma chaîne. Alors aujourd'hui, je ne dirais pas que j'ai fait totalement mon deuil, ce serait mentir. Cependant, je pense que j'ai réussi à prendre un peu de recul depuis ce triste 26 janvier. Voilà pourquoi je me dis qu'il est temps maintenant de parler de la place de Kobe dans mon classement all-time en mode coast to coast. Déjà ok, j'avoue, la 10e place ça se discute, on peut clairement le mettre un petit peu plus haut, y a aucun souci avec ça, de toute façon c'est tellement subjectif un tel classement. Cependant pour moi, j'ai beau essayer de retourner les choses dans tous les sens, je n'arrive pas à lui trouver de place dans mon top 5 all time. Le souci c'est que beaucoup de gens sont en total désaccord avec ça, et ces gens-là c'est pas n'importe qui. Jason Tatum récemment a clairement dit que toute personne qui ne mettait pas Kobe dans son top 3 all time n'y connaissait strictement rien au basket. Oups. Mais peu importe, j'ai quand même envie de le donner mon avis de gars qui n'y connaît rien à ce sport, pourquoi pas au final. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti pour la controverse. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que Kobe n'est pas un joueur top 5 all-time. Alors pour commencer, déjà, je vais partir du postulat inverse à ma pensée. Je suis pas un mauvais bougre. En fait, je veux lister toutes les raisons qui prouvent qu'il est un top player. Pourquoi pas un top 5 all-time, voire plus, qui sait. Si certaines personnes pensent ça, elles ont des raisons, et je les respecte, alors je me dis que c'est pas mal de débuter par ici. Et vu que je ne suis pas un vieil aigri, du moins pas encore, enfin je crois, ce sera même la partie la plus longue de cette vidéo, vu comme c'est parti. Comme quoi, des choses positives à dire sur Kobe, j'en ai, et pas qu'un peu. Déjà, ce qui est clair, c'est que quand le Mamba a remporté son 5e titre en 2010, il a assuré d'avoir son nom inscrit en bonne place dans les livres d'histoire du basket. Parmi les joueurs qui ont déjà été MVP, ils ne sont que 4 à avoir plus de bagues. Bill Russell avec 11, puis Karim Abdul-Jabbar, Bob Cousy et Michael Jordan avec 6. Tim Duncan et Magic Johnson avec 5 titres eux aussi se retrouvent à égalité avec le Mamba dans cette discussion. Je le dis souvent, dans le basket, qui est un sport collectif, le but premier c'est de gagner des titres, pour moi c'est évident. Voilà pourquoi si on isole ce critère essentiel, Kobe se place déjà très bien, il a d'excellents arguments. Pour aller toujours dans ce sens, il faut également évoquer l'état d'esprit du joueur, qui lui aussi est all-time, ce qu'on appelle la Mamba mentality. Thank you, officer. Le mec a toujours eu en lui cette confiance énorme, à la limite de l'arrogance, et c'est ça aussi qui l'a poussé vers le haut. Attention, il ne s'agit pas d'une arrogance que je considère comme négative, non, plutôt une arrogance qui aide les grands joueurs à se construire. C'est ce genre de foi ultime en ses capacités qui lui permettait, même s'il avait raté 10 shoots de suite, de prendre le 11e en étant persuadé qu'il allait rentrer. Grâce à ce mental, chacun savait qu'avec Kobe, un match n'était jamais fini, et qu'à chaque instant, il pouvait encore assassiner son vis-à-vis. Même si ce jour-là, il n'avait pas raté 10 shoots, je me rappelle tout particulièrement de son match 4 du premier tour des playoffs en 2006 face aux Suns. À 6 secondes de la fin de la prolongation, alors que Phoenix menait d'un point, le Mamba se retrouvait avec la balle entre les mains. Et en vrai, à ce moment-là, tout le monde savait que les Suns allaient se faire bouffer. Résultat, dribble jusqu'à l'elbow, jump, fade away face à 2 défenseurs, Rajabel et Boris Diaw, panier, fin de l'histoire. Victoire des Lakers 99-98 pour mener 3-1 dans la série. Bon, après ok, les Lakers ont fini par perdre en 7 matchs ce premier tour, mais bon sang, c'était ouf. Cette action incroyablement clutch qu'il a menée de façon totalement individuelle, c'était juste du Kobe, qui faisait du Kobe. Ses moves sont impeccables, son footwork est élite, tout est beau, tout est gracieux, on ne peut que s'incliner. Il avait ce sang-froid ultime et cette capacité de t'infliger la morsure fatale lorsque tu pensais pouvoir gagner le combat. Ces actions-là, il les maîtrisait au millimètre près et était capable de les répéter à l'infini, match après match, saison après saison. Honnêtement là, ça me fait bizarre, tout ça, j'en ai des frissons rien qu'à y repenser. C'est cette Mamba mentality qui lui aussi lui permettait de prendre les affaires de manière très personnelle. Quand il commençait à mordre son maillot là, tu savais que c'était fini pour toi, qu'il t'avait dans le nez, qu'il était déter et qu'il allait te crucifier, car s'il y avait une chose dont il était persuadé, c'est qu'il avait bossé plus fort et plus dur que toi, juste pour te dominer dans ces moments-là. Car oui, si bien sûr, pour briller en NBA, il faut avoir une éthique de travail irréprochable, celle de Kobe atteignait des sommets. Très exigeant avec lui-même, il l'était aussi avec ses coéquipiers, et c'est ça, entre autres, qui lui a valu sa brouille avec Shaquille O'Neal. Le Mamba n'acceptait pas la médiocrité, ni pour lui, ni pour les autres, quitte parfois à devenir un réel tyran. Alors c'est sûr que quand on le dresse de la sorte, là, son portrait n'a pas l'air bien sympathique, mais c'est aussi comme ça qu'il a atteint son niveau actuel.
exceptionnel. Cette attitude de compétiteur unique donne envie de le classer très haut dans les classements all-time, et ça je le conçois parfaitement. Même blessé, il demandait à jouer, et même avec un tendon d'Achille rompu, ou même une épaule déboîtée, il voulait tirer ses lancers francs. Quitte à tirer de la main gauche, peu importe, c'est incroyable. Surtout qu'en vrai, que ce soit en attaque ou en défense, il avait tout le package. Franchement, pour ce qui est du scoring, là encore, il fait partie des tout meilleurs de l'histoire. Mais quand je dis les tout meilleurs, c'est les tout meilleurs, la crème de la crème. Sa saison 2005-2006, encore elle, si on ajuste son nombre de points marqués ou paye, c'est juste la troisième la plus fructueuse de toute l'histoire, avec ses 35,4 points par match et son pic à 81 unités face à Toronto, soit la deuxième meilleure performance all-time sur un match au niveau du scoring, est définitivement là pour le prouver. Aujourd'hui, en 20 saisons en NBA, il s'affiche comme le 4e scoreur le plus prolifique de tous les temps, et ça encore, ça montre à quel point il dominait. Pour ce qui était de mettre le ballon dans le panier et de marquer des points, le Mamba n'avait juste aucune faille, ou presque. Surtout qu'un autre aspect dont on ne parle pas assez, c'est sa défense. Soir après soir, s'il le voulait, il pouvait éteindre n'importe quel extérieur, ou pas loin. Alors bien sûr, il n'a jamais été deep boy, mais être 12 fois all-defensive en carrière, c'est quelque chose de complètement unique. Dans l'histoire, seul Tim Duncan a fait mieux, avec 5 sélections dans les all-defensive teams. Dans ce classement, le Mamba se retrouve à égalité avec Michael Jordan, Gary Payton et Kevin Garnett. C'est pas n'importe qui, il était définitivement un lockdown. Là, il n'y a pas à tortiller des fesses, Kobe Bryant est juste l'un des meilleurs two-way players de toute l'histoire. Pour aller encore plus loin, ajoutons que seul Karim Abdul-Jabbar a fait mieux que ses 18 sélections All-Star, LeBron James l'a égalé cette année. Précisons également que le Mamba a remporté 4 fois le trophée de MVP du match des étoiles, ce qui représente un record historique qu'il partage avec Bob Petit. Honnêtement, ça commence à faire, non? Son CV est juste complètement dantesque. Comment imaginer qu'avec toutes ses qualités, tous ses accomplissements, je puisse mettre 5 joueurs devant lui, voire même plus dans mon classement all-time? Je vous l'accorde, à ce moment-là de la vidéo, ça peut paraître complètement lunaire, tant sa légende est fabuleuse. Même moi, je douterais limite de moi en ce moment même, mais je vais aller au bout des choses et m'expliquer, non sans peine, je vous l'accorde. Parce que oui, si je n'écoutais que mon cœur de fan, il y serait dans mon top 5 all-time, croyez-moi. Je me déteste un peu de devoir soulever tout ce qui va suivre parce que je préfère largement lui rendre hommage à Kobe, mais il faut bien que je me justifie, non? Alors le premier truc que je vais dire, c'est que ok, le Mamba est un immense scoreur, mais pour ce qui est de son efficacité, ça laisse à désirer. Après, rien n'est catastrophique non plus, à part lors de son tout début de carrière et lors de sa toute fin de carrière, il a toujours été très proche des 45% de réussite au tir, un chiffre très honorable. N'empêche que le Mamba parfois était un forceur et prenait des shoots bien trop durs qu'il aurait évidemment pu s'abstenir de tenter, car ouais, il est arrivé que ça mette son équipe en difficulté, comme ce fut le cas lors des finales 2004, perdu 4-1 par les Lakers face aux Pistons. Dans cette série, ça se voyait, il le voulait, son premier trophée de MVP des finales en carrière, à tel point qu'il en a beaucoup trop fait. 23 tirs tentés par match quand autour de toi tu as Shaq, Malone et Payton, c'est trop, et encore plus quand tu ne shootes qu'à 38% de réussite. Son match 7 des finales 2010, à 6 sur 24 au tir, on en reparlera plus tard, mais il fait mal lui aussi. Merci beaucoup à Pau Gasol d'avoir assuré ce soir-là, car sans lui, je ne suis pas certain que les Lakers auraient réussi à lever le trophée. L'arrière a aussi fait des matchs bien dégueulasses, et ceux-là, il faut les avoir vécus pour s'en souvenir, parce qu'ils n'apparaissent pas du tout dans les highlights. Je ne veux pas lui enlever son énorme esprit de compétition et sa volonté de la win, vraiment pas, mais je dois être honnête, à l'époque, il m'est arrivé de penser qu'il tenait tout autant, si ce n'est plus, à privilégier sa legacy individuelle à son palmarès collectif, qu'il pensait à lui avant sa team. Et ça m'appartient, j'insiste dessus, mais dans un sport collectif, briller seul plutôt que briller en groupe, je ne suis pas super fan. Je suis d'accord pour avouer que Kobe Bryant est l'un des tout meilleurs solistes ever, mais pour rentrer dans un top 5 all-time dans le basketball, ça ne me suffit pas. Et le souci, ça aussi on l'abordera après, c'est que plus sa carrière s'est approchée de son terme, après ses 2 titres de 2009 et de 2010, et plus ce trait s'est amplifié. Le PER, même si depuis d'autres calculs avancés sont arrivés, reste une stat intéressante pour mesurer l'impact ou l'efficacité d'un joueur, et celui de Kobe n'a jamais dépassé le score de 28, pour une moyenne de 23 en carrière. En comparaison, LeBron et Jordan ont fait des saisons incroyables, proches des 32 de PER, et ont tous les deux une moyenne autour de 28, la différence est parlante. Pour en revenir à l'adresse au tir, 45% pour le Mamba c'est fort respectable, mais on est loin des 50% de réussite en carrière de LeBron James ou de Michael Jordan. Dans les listes des meilleurs scoreurs all-time aussi, quelque chose me choque. Kobe aujourd'hui est 4ème, derrière Karl Malone qui est 3ème. Et bien dites-vous que dans sa carrière, l'ailier fort du Jazz a mis 3300 points de plus que l'arrière des Lakers en ne shootant que 10 fois de plus. On peut aussi comparer Kobe à un joueur plus récent comme Kevin Durant, qui lui est un monstre d'efficacité. Lui, si je ne parle que des playoffs, j'ai encore en tête son Game 5 de l'an dernier face aux Bucks à 16 sur 23, ou encore son match 5 lors des finales 2017 à 14 sur 20, ou son match 3 en finale 2018 à 15 sur 23, c'était d'une propreté énorme tout ça. Après attention, bien sûr, KD aussi, il lui est arrivé de se foirer, comme tout le monde. Néanmoins, je n'ai aucun souvenir d'un Kobe si efficace dans des matchs aussi importants, et en vrai, il suffit de regarder les stats et les chiffres pour voir que ça n'est juste jamais arrivé.
arriver. Maintenant attention, je ne dis pas non plus que le Mamba est un joueur totalement inefficace, ce serait abusé de dire ça, voire même totalement faux, il est largement au-dessus de la moyenne. Ceci dit, dans ce domaine-là, si on le compare à l'élite all-time des joueurs extérieurs, il n'est pas tout à fait au même niveau, c'est assez évident. Scorer à foison, c'est génial, mais je préfère quand c'est fait proprement quand même, avec un minimum de shoot, encore plus lors de matchs de playoff. C'est peut-être très personnel encore une fois tout ça, mais franchement, moi, la justesse et l'efficacité, ce sont deux éléments qui me tiennent vraiment à cœur. Et justement, en parlant de ça, évoquons maintenant ce que j'ai appelé les années noires de Kobe Bryant. Là, je ne veux pas parler non plus de ses 2 premières saisons, lors desquelles il a réalisé ses pires statistiques en carrière, il a de bonnes excuses pour ça. Le Mamba est arrivé dans la ligue à tout juste 18 ans, en sortant du lycée, je ne vais pas lui en vouloir d'avoir eu besoin d'un peu de temps pour se trouver, je serais bien sévère de lui reprocher d'avoir dû s'adapter. Je ne vais même pas lui reprocher ses 4 airballs en 5 minutes dans le money time d'un match décisif de playoff en 97 lorsqu'il était rookie, ça arrive. Par contre, dans ma mémoire, il y a 2 époques que je valide un petit peu moins. La première correspond à l'après-Shaq, à Los Angeles, première saison, pas de playoff, les 2 suivantes, élimination au premier tour. Là on peut prendre tout plein de joueurs, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron James et bien d'autres encore. Dans leur prime, j'insiste, dans leur prime, ils n'ont quasiment jamais, voire jamais été sortis au premier tour, et encore moins raté les playoffs. Ce qui me dérange en fait, c'est que les meilleures années individuelles de Kobe ont aussi été le théâtre de ses pires saisons collectives, il y a quelque chose qui cloche là. Maintenant je veux bien entendre qu'en 2005, 2006 et 2007, son équipe faisait peur, et tout le monde ne parle que de Smoosh Parker et Kwame Brown, c'est vrai que c'est pas ouf. Mais en cette période, il a aussi eu des Lamar Odom, des Andrew Bynum, des Aaron Mackey, des Brian Grant, des Vladimir Radmanovic, des Sasha Vujacic, des Ronny Turiaf. Clairement ça ne fait pas rêver, je vous l'accorde, mais ce n'est pas non plus totalement à vomir. Et puis on peut voir les choses dans l'autre sens également. Est-ce que ce n'était pas au moins en partie un petit peu la responsabilité de Kobe Bryant de les sublimer, tous ces joueurs-là? Après j'abuse, hein, j'exagère le trait pour expliquer ma pensée, et je suis conscient qu'il y en a certains, c'était quand même compliqué d'aller tirer leur quintessence. Mais encore une fois, regardez LeBron James et l'équipe avec laquelle il est allé en finale en 2007. Personne à part lui ne dépassait les 15 points par match, aucun nom ne fait rêver, et pourtant chacun a pu avoir un rôle et s'y investir à 100%. Je veux bien entendre parler de la fameuse faiblesse de l'Est à cette époque, et elle est réelle, mais ça ne me suffit pas. Entre une team qui va en finale et une autre qui rate les playoffs, malgré les déséquilibres des conférences, rien n'est comparable. Après que Kobe ait connu ses soucis avec la justice, il s'est renfermé sur lui-même et s'est transformé en killer glacial, et malgré le niveau qu'il atteignait, jamais il n'a pu être ce leader qui fait que tu crois en lui au point de le suivre les yeux fermés et de faire pour lui tous les sacrifices, quoi qu'il en coûte. Pour moi, pour être un top 5 all-time dans un sport co, il faut toujours, mais toujours réussir à faire en sorte d'emmener tous ses coéquipiers dans son sillage, et j'ai quelques réserves sur Kobe Bryant concernant ce propos. Et ces réserves, je les ai à nouveau eues lors de sa tournée d'adieu en fin de carrière. Du point de vue du cœur, j'ai vraiment kiffé cette dernière saison, et le voir dire au revoir sur un match à 60 points face au Jazz, c'était juste irréel. Mais en vrai, en termes de compétition, d'un point de vue purement sportif, il y a des trucs qui m'ont déplu. Cette volonté de partir par la grande porte, même s'il en est pas le seul responsable, a carrément pourri une saison entière pour les Lakers, et je n'aime pas ça. Je ne lui en veux même pas pour les 17 victoires seulement à 35% au tir, hein. Je dis juste que sa tournée d'adieu a potentiellement détruit le début de carrière de jeunes prometteurs, comme D'Angelo Russell, Julius Randle, Larry Nance Jr. ou Jordan Clarkson. L'année 2015-2016 à LA, c'était du Kobe, encore du Kobe, rien que du Kobe. Être compétitif d'un point de vue collectif, il s'en foutait, j'ai l'impression. Il était blasé. Former les gamins, c'était pareil. Lui, ce qu'il voulait, c'était se faire plaisir, et faire plaisir aux fans, bien sûr, en prenant un maximum de tirs chaque soir. Pour les amoureux de basket propre, efficace et léché, ce n'était quand même pas super agréable à voir jouer, il faut s'en rappeler. Maintenant, je ne veux pas juger, hein, il a le droit. Au vu de son statut de légende, il méritait clairement d'avoir la fin de carrière qu'il désirait. Cependant, encore une fois, pour le compétiteur qu'il est, je trouve que ça fait un petit peu tâche d'avoir voulu se mettre en avant seul plutôt que de vouloir mettre en avant toute l'équipe. Maintenant, à nouveau, je le répète, il m'appartient ce sentiment et je comprends que vous ne le partagiez pas. Il a tout plein de bonnes excuses, et puis c'était tellement Kobe de faire comme ça. Cependant, à mes yeux, vivre tant de saisons à privilégier l'individuel au collectif, ce n'est peut-être pas digne d'un top 5 all-time. Un top 10, pourquoi pas, mais un top 5, ça me dérange. Là, c'est incroyable comment je me sens hater, limite sévère, hein, mais il le faut bien. C'est aussi le but de cette vidéo, de soulever les points négatifs. Et pire encore, vous savez quoi? Là, je vais carrément aller chercher le bâton pour me faire battre. Mais non, sur mon chapeau c'est ma tête, bah oui. Oh. Car oui, même si j'imagine qu'au moins la moitié d'entre vous me détestent désormais, je vais vous demander quelque chose. Êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Ben oui, c'est important, faites-le, et vous inquiétez pas, moi aussi je l'adore, notre Kobe. Ça se voit là que je suis en train de gratter votre amitié ou quoi? Non, en vrai, je suis totalement honnête, et que vous soyez d'accord ou pas avec cette analyse, si elle vous plaît, que vous la trouvez intéressante, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge. Ce serait tellement cool qu'on atteigne les 50K avant 2023, on y est presque en plus. Aidez-moi à aller les choper ces étoiles. Adieu la terre.
Et surtout ne vous désabonnez pas, parce que là je vais quand même enchaîner en parlant des titres du Mamba, et plus globalement de ses performances en finale. Celle de 2004, perdue face aux Pistons, je ne vais pas revenir dessus, pas besoin, je l'ai déjà fait plus tôt. Par contre, même lors de celle qu'il a gagnée, je ne l'ai pas toujours trouvé au méga top de son niveau. Certains haters disent même qu'à chacun de ses titres, il n'a jamais été le meilleur joueur de son équipe lors des séries décisives. Bon, je n'irai pas jusque là parce qu'il a tout de même réussi à remporter 2 trophées de MVP des finales, mais grossièrement je crois que j'arrive à capter le message. Pour les titres de 2000, 2001 et 2002, je recommande vivement aux plus jeunes de regarder les highlights de Shaquille O'Neal. Prise à 2, prise à 3, meilleur défenseur de l'année comme Dikembe Mutombo ou pas, il n'y avait rien à faire. Le Diesel était l'homme qui était instoppable, du haut de ses 2m16 et lourd de ses 147 kg. Kobe l'était clairement moins. Si le pivot pendant 3 années de suite a obtenu le trophée de MVP des finales quasi sans aucune discussion possible, c'est qu'il le méritait. Point. Maintenant, attention, hein, ça ne veut pas dire non plus que le Mamba était nul, loin de là, surtout que plus les années passaient, plus il montait en level. Ça se sentait, il voulait prendre le contrôle, et sa finale 2002 à 27 points par match face aux Nets illustrait bien ça. Puis il y a pas mal de choses que je ne veux pas enlever à Kobe, car Shaq n'aurait clairement pas gagné seul. En 2001, lors des séries contre les Kings et contre les Spurs, l'arrière a survolé la compétition, et son rôle fut essentiel, c'est clair et net. Il savait très bien prendre le relais lorsque le gros Shaq avait des jours sans, mais ça ne me suffit pas. À Chicago, personne ne donne plus de crédit à Scottie Pippen qu'à Michael Jordan. Et le souci c'est qu'en 2004, quand Kobe a eu les rênes, quand enfin il a été l'alpha dog, eh bien ça n'a pas fonctionné à LA. Ça il le paye dans un classement all-time. Surtout qu'après ça s'enchaîne sa brouille avec Shaq et ses années noires en tant que soliste, c'est pas génial. Si la carrière du Mamba s'était stoppée de cette façon, personne jamais, je pense, ne l'aurait imaginé une seule fois dans un top 5 all-time. Heureusement, au cours de la saison 2007-2008, l'ailier fort Pau Gasol est arrivé en provenance de Memphis. Là, avec l'Espagnol, les Lakers sont revenus en finale, 3 années de suite, et ont remporté 2 titres, en 2009 et en 2010, lors desquels à chaque fois, le Mamba fut enfin élu MVP des finales. Pour moi, ces années-là représentent tout simplement les meilleurs de Kobe d'un point de vue individuel et collectif, mais attention, ça n'a duré que 3 ans. Suite à ça, les Lakers sont bien coulés, et la greffe Dwight Howard, par exemple, n'a jamais réussi à prendre. Bien sûr, pour cette situation, il est légitime d'accuser D12 et ses blessures au dos, mais Kobe, une nouvelle fois, ne l'a peut-être pas intégré de la bonne façon. Il suffisait de voir le body language du Mamba pour se rendre compte que la personnalité du pivot, sûrement bien trop souriant à ses yeux, l'agaçait au plus haut point. Pour Dwight Howard, voir que ton leader ne te valide même pas, il y a sûrement mieux lorsque tu arrives dans un nouveau contexte, une nouvelle équipe. Puis quand on voit qu'après 2012, Kobe Bryant n'a plus jamais mis un pied en playoff, surtout à cause de ses blessures, hein, il faut le dire, ça fait tout de même un petit peu de mal, je ne vais pas mentir, à sa legacy. Après, attention, pour la période 2008-2010, je ne fais pas partie de ceux qui disent que les victoires des Lakers sont plus dues à Pau Gasol qu'à Kobe Bryant. C'est un réel truc de hater, ça. Cependant, je suis de ceux qui disent que l'Espagnol a eu un rôle essentiel dans cette période, et au vu de son match 7 en 2010, il aurait même pu prétendre au trophée de MVP des finales. Mais encore une fois, c'est le jeu, je ne vais pas reprocher au Mamba d'avoir été bien entouré, clairement pas, on ne gagne jamais seul. Je veux juste dire qu'en 2010, l'Espagnol a fait un bien fou quand Kobe, étouffé par la défense des Celtics, n'a shooté pendant les finales qu'à 40% de réussite. L'ailier fort en termes de personnalité et de jeu était juste parfait pour fitter avec Kobe, ce qui n'était pas donné à tout le monde, et pour ça, j'y tiens, il faut donner du crédit aux deux joueurs. Je peux aussi entendre les arguments de ceux qui disent que, mine de rien, Kobe a remporté 5 des 7 finales qu'il a disputées, c'est très très fort. En termes de pourcentage, c'est mieux que Magic Johnson ou LeBron James par exemple. Mais entre nous, c'est quoi le mieux? Perdre en finale, comme Magic et LeBron, ou perdre plus tôt dans la compétition? Magic a disputé 9 finales en carrière, LeBron 10, et les chiffres montrent tout simplement que plus souvent, ils sont allés plus loin que le Mamba en post-season. Bref, pour résumer ce que je veux dire dans cette partie, c'est que ok, Kobe a 5 bagues, mais seulement 2 trophées de MVP des finales, dont un qui est légèrement controversé, même si moi, personnellement, je l'aurais tout de même donné au Mamba. On le verra après quand on abordera la concurrence, mais c'est peut-être un petit peu léger pour rentrer dans un top 5 all-time, même si c'est déjà légendaire. Surtout que maintenant, je veux parler d'un autre trophée qui, en carrière, a beaucoup échappé à Kobe, celui de MVP. Personnellement, j'accorde énormément d'importance et de valeur à cette distinction individuelle. Peut-être trop, hein, ça m'appartient, mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour être MVP, il faut être au summum dans tout plein de critères essentiels et réussir à tous les réunir la même année. Il faut être dominant individuellement, performant collectivement, rester en bonne santé et faire preuve d'une régularité hors norme. Et faut le dire, en carrière, il n'y a qu'en 2008 que le Mamba a mixé ces 4 éléments au cours d'une seule et même saison. Cette saison où justement, pour la seule fois, en ses 20 ans de carrière, il a obtenu ce trophée de MVP. Et là, quand on voit que dans toute l'histoire de la NBA, 14 joueurs tout de même ont été multiples MVP, ça laisse un petit
petit goût d'inachevé quand même. Après, j'entends souvent des fans du Mamba dire que c'est une hérésie et que plusieurs fois ce trophée il se l'est carrément fait voler. Perso, j'ai une question à leur poser à ces gens-là. Quand? En 2006, quand les Lakers ont fini 6ème de l'Ouest avec seulement 45 victoires? Non, ça ne me va pas. Comme je l'ai dit, il faut aussi réussir à performer collectivement. Bien sûr, le trophée de MVP de Russell Westbrook, au vu du classement d'OKC, est l'exception qui confirme la règle. Il en faut bien une, mais il fallait quand même bien mettre en valeur son énorme saison en triple-double, du jamais vu depuis Oscar Robertson. Pour revenir à Kobe, il n'en était pas là, même si Steve Nash dominait moins statistiquement, lui a porté son équipe jusqu'à 54 wins, sublimant chacun de ses coéquipiers. C'est fort, tout ce que l'arrière n'a pas réussi à faire en fait. Puis le premier tour remporté par les Suns face aux Lakers en 7 matchs, cette année-là a d'ailleurs largement appuyé ce constat. Le meneur avait fait en sorte de souder son équipe, plus que l'arrière, et à mes yeux, c'est très important pour un trophée de MVP. La raclée de 31 points reçue par les Angelinos au match 7 face à un collectif des Suns bien plus huilé a définitivement terminé d'épaissir ce trait. Maintenant, ok, j'en suis conscient, Kobe a été élu meilleur joueur de la décennie 2000 par ESPN, et ça augmente réellement sa greatness. Cependant, des décennies aujourd'hui, il y en a eu 7,5 en NBA, et celle de 2000 n'était pas forcément la plus ultime à mes yeux. Alors cette distinction, elle est belle, mais elle ne me suffit pas pour assurer à Kobe une place dans mon top 5 all-time. Et justement, pour se faire un avis plus précis, examinons la concurrence avec plus d'attention. Pour moi, il y a 10 joueurs qui peuvent prétendre à ce top 5 all-time. Dans l'ordre alphabétique, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Tim Duncan, LeBron James, Michael Jordan, Magic Johnson, Shaquille O'Neal et Bill Russell. Franchement, vous les classez comme vous voulez. Pour les plus tatillons, on pourrait même ajouter Hakeem Olajuwon et Jerry West, ça me va. Mais restons à 10 et prenons en compte les palmarès, et notamment les accomplissements les plus importants. Parmi ces joueurs, 5 déjà sont au moins autant titrés que Kobe. Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan et surtout Bill Russell le surpassent tous les 3 dans ce domaine. Pour ce qui est du trophée de MVP des finales, 7 en ont remporté au moins 2 comme Kobe, et 5 ont fait mieux, on pourrait même dire 6 vu qu'à l'époque de Bill Russell ce trophée n'était pas décerné. Mais le pire, j'en parlais, c'est pour le award du MVP. Tous ces gars, à part Shaq, l'ont remporté au moins 2 fois, et 5 d'entre eux l'ont remporté 4 fois ou plus, ça commence à faire une vraie diff. En d'autres termes, parmi ces critères pourtant essentiels, il n'y en a aucun parmi eux dans lequel Kobe s'assure une place définitive dans le top 5 all-time, même pris individuellement. Allez, le critère des titres, on pourrait en parler, parce qu'ils sont 6 pour 5 places, vu que Tim Duncan et Magic Johnson ont remporté autant de bagues que lui. Mais voilà, tous les deux ont plus de MVP des finales, plus de MVP, et surtout plus de longévité au sommet. Ni Tim Duncan, ni Magic Johnson n'a manqué autant les playoffs que Kobe, et vous voulez savoir pourquoi? Parce que tous les deux sont des joueurs collectifs par définition, qui peuvent se mettre au service de leur team, qui peuvent même s'effacer ou déléguer si besoin, ça me semble essentiel quand on élabore ce genre de classement. Kobe a beau avoir été élu joueur de la décennie 2000, Duncan, lui, a continué à briller collectivement et individuellement, même en fin de carrière lors de la décennie suivante. Après, j'en suis conscient, il y a tout plein de contre-arguments, et la plupart de ces 9 gars, pendant leur carrière, ont été bien mieux entourés que le Mamba post-Shaq, c'est vrai tout ça. Mais revenons à Duncan et parlons de Tony Parker, de Manu Ginobili ou de Kawhi Leonard période Spurs. Est-ce que ces 3 joueurs auraient eu une carrière si épique si le Big Fundamentals ne leur avait pas fait confiance? Si vous ne connaissez pas la réponse, Mario va vous la donner. Non. Qui sait où se classerait des joueurs comme Dwight Howard, comme Lamar Odom ou comme Andrew Bynum même si Kobe avait su déléguer et les mener 3, 4, 5 fois vers le titre? Il ne serait probablement pas top 10, on va pas abuser non plus, mais personne aujourd'hui ne les prendrait pour des peintres. Enfin, bien sûr, le Mamba a connu des blessures, desquelles il s'est remis avec une volonté de faire, mais elles lui ont définitivement gâché la fin de sa carrière. Sauf que là, je vais être intransigeant, mais les blessures ça fait partie du jeu. Qui sait où se classerait Grant Hill aujourd'hui par exemple sans les blessures? Peut-être très haut, on ne peut pas prendre ça en compte, on ne peut pas se servir de ça comme excuse, c'est juste du what if. Alors du coup avec tout ça, faisons le bilan. Dans mon top 5 all-time, j'ai déjà un top 3 quasiment indéboulonnable. Dans l'ordre alphabétique, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James, Michael Jordan. Pour moi, il n'y a pas vraiment de débat, et si vous voulez plus de précision, plus de détails, je vous invite à voir mes vidéos sur mon top 100 all-time. Maintenant, comme je le disais juste avant, j'ai aussi tendance à mettre Magic Johnson et Tim Duncan devant Kobe Bryant pour des raisons essentiellement collectives. Et enfin, comment ne pas parler de Wilt Chamberlain et sa palanquée de records, ou encore Bill Russell et de ses 11 titres. J'ai eu des gars qui me disaient qu'on ne pouvait pas les compter ces gars-là, car à leur époque, leur domination physique était cheatée, et qu'ils affrontaient majoritairement des adversaires à la forme digne d'hippopotames asthmatiques. Je veux bien entendre tout ça, c'est peut-être bien vrai ces histoires d'hippopotames, mais ça ne me suffit pas. Toutes les ères sont très différentes en NBA, et c'est bien pour ça qu'il est si compliqué et qu'il est même impossible de les comparer. Faut pas oublier aussi que dans les années 60 ou 70, les gars jouaient en Converse, ils faisaient parfois de longs déplacements en bus ou dans des vols commerciaux, ils n'avaient pas de staff médical comme aujourd'hui, et la moindre blessure était parfois dévastatrice. Il en faut quand même du talent et du travail pour réussir à dominer tout de même dans ces conditions préhistoriques, vous ne pensez pas? Moi en tout cas, je tiens à leur donner du crédit.
Alors ok, si l'on sort les choses de leur contexte, Kobe intrinsèquement était probablement un meilleur basketteur individuellement que la plupart de ces 9 légendes, et avait aussi sûrement une adversité qui était de plus haut niveau, ça me va. Cependant, je suis de ceux qui sont convaincus que pour établir un tel classement, il ne faut pas raisonner de la sorte. Pour prendre 2 joueurs au pif, au niveau des skills purs, D'Angelo Russell est probablement un bien meilleur joueur que Bob Cousy, et pourtant, est-ce que vous pensez qu'il faut mettre D'Lo devant Houdini dans un classement all-time? Non, ce serait blasphémé. Pour faire ce type de classement, selon moi, il faut remettre les joueurs dans leur propre contexte, et évaluer la domination qu'ils ont eue vis-à-vis de l'époque à laquelle ils ont joué. Après c'est sûr, c'est humain, on a toujours tendance à vouloir mettre très haut les gars que l'on a vu jouer dans leur prime de notre vivant. Si je schématise dans un monde virtuel, pour mon grand-père le GOAT ça pourrait être Wilt, pour mon père ce serait Karim, pour moi ce serait MJ, et pour mon fils ce serait LeBron. Tout le monde aurait ses propres arguments, tous seraient sûrement très recevables, et les dîners de famille à mon avis seraient fortement animés. Du coup, c'est clair que nous, on les a vus en direct, ces moments de brillance de Kobe, et pour ceux qui sont trop jeunes, ils les ont revus avec tous les hommages qui lui ont été rendus suite à son décès. Alors évidemment, c'est automatique, lorsqu'on fait notre classement, on a tous tendance à vouloir le mettre très haut, et je comprends parfaitement ce qu'ils font. Mais moi, si je mets l'affect de côté, que je me pose sérieusement et que j'y réfléchis, je me dis qu'il est impossible de lui trouver une place dans mon top 5 all-time, même si beaucoup l'ont fait. Alors voilà, je vais terminer là-dessus. Kobe est une légende exceptionnelle, il est un joueur mais aussi un homme qui me manque fort, et tous les jours je le mets dans mon top 10 all-time, en mode no-brainer. Individuellement, notamment pour ce qui est du scoring et de son impact défensif, il est même facilement dans le top 5 des joueurs des plus skillés, ça je l'admets sans aucun souci. Et c'est ça, son mental est ultime, et l'a poussé vers le meilleur, mais aussi, malheureusement parfois vers le pire. Alors je le répète, si l'on parle d'efficacité, de propreté, de collectif ou de palmarès, malgré tout l'amour que j'ai pour Kobe, il lui manque à mon sens quelques accomplissements pour apparaître dans mon top 5 all-time. Rip Mamba. Voilà pour ce qui est de Kobe Bryant et de son classement all-time, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Ça va les Kobe lovers, vous me détestez pas trop, j'ai bien peur que si, et libre à vous de penser comme Jason Tatum et de dire que je n'y connais rien au basket, ça me va, mais ça m'empêchera pas de donner mon avis. Donnez-moi les vôtres d'ailleurs en commentaire avec 2-3 arguments, et même si notre vision des choses est différente, je suis ouvert à tout entendre, à tout lire, c'est toujours riche de discuter. Un tel classement est si subjectif de toute façon, chacun sa vision de l'histoire, chacun sa hiérarchisation des critères, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que je ne respecte pas. Au contraire même, j'aime beaucoup les avis tranchés et argumentés, tant que ça reste courtois, alors lâchez-vous, j'ai hâte de vous lire. En tout cas, pour voir ou revoir les exploits de notre cher Black Mamba, et pas seulement des highlights, j'y tiens, je ne peux que vous conseiller de vous abonner au League Pass. En plus des rencontres actuelles, bien sûr, que vous pourrez voir en direct comme en différé, la liste des matchs d'archives est juste insane, il y a de quoi vous faire plaisir. Et vu qu'en ce moment, avec le lien que vous trouverez dans la description, vous pouvez choper ça à moins de 55 balles, tout en soutenant la chaîne, ce serait bien bête de louper le coche, croyez-moi. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on active ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, jusque là, même si ça ne vous a pas plu, c'est toujours bon pour la mise en avant et le référencement sur YouTube. Et merci bien sûr à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch ou sur Tipeee, ça apporte de la vraie force et c'est essentiel. A très vite.